Bonjour, bienvenue pour cette dernière conférence BIM du congrès de l'Intech. On a donc effectivement la chance pour clôturer ces conférences d'avoir donc Anne-Sophie Périssin qui représente l'association HQE et Bertrand Delcambre sur le plan de transition numérique. Comme on a pu le voir lors des conférences, on sent qu'il y a un mouvement très important au niveau des acteurs et qui est soutenu du point de vue des associations et de la puissance publique. Et c'est ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire quel soutien effectivement, quels sont les points de convergence entre énergétique et numérique. Et on aura donc Pierre Mitt qui réagira sur ces deux volets. Anne-Sophie Périssin, Faber, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc moi je vais assumer ce volet transition énergétique et vous allez très vite voir que je pense qu'on ne vit pas qu'une transition énergétique, on vit une transition environnementale et une transition sociétale. C'est pourquoi l'association HQE a lancé le 26 mai, donc c'est tout à fait très récent, un nouveau cadre de référence qui s'appelle le bâtiment durable pour tous et qui est là justement pour structurer cette réflexion autour de ces enjeux. Un petit mot juste sur l'association HQE pour vous rappeler qu'on est un mouvement collectif d'hommes et de femmes engagés sur ces sujets de développement durable, aussi bien sur le bâtiment, l'aménagement opérationnel que les infrastructures, et qu'on est là pour anticiper, innover comme Média Construct et accompagner les acteurs dans ces changements. HQE, c'est aussi cette spécificité d'avoir des réalisations notamment certifiées. Alors, une petite certification, puisque nous sommes la première certification en France, hein, et on est même un challenger international aujourd'hui, puisqu'on se positionne, alors selon les critères, entre la 2e et la 3e place mondiale en termes de marque de certification. Donc ce nouveau cadre de référence, on l'a construit donc 20 ans après les 14 cibles HQE. Pour 3 raisons. La première, c'est qu'on est content qu'après 20 ans d'engagement des acteurs, il y a un certain nombre de sujets qui soient aujourd'hui des acquis. On ne fera plus aujourd'hui un bâtiment sans parler de gestion de l'énergie, gestion de l'eau, sans parler de chantier propre. Alors certes, il y en a encore des progrès à faire, mais en tout cas, on est sûr qu'il n'y a pas un projet qui ne se posera pas la question de ces sujets. On a ensuite effectivement cette chance que les connaissances, les savoir-faire, les pratiques ont évolué en 20 ans. Donc on pouvait aussi amener de nouveaux challenges. Et puis le dernier point, c'est que les attentes de la société ont changé. Nos modes de vie sont différents. Quand on a créé les 14 cibles, l'iPhone n'était pas encore au rendez-vous et on parlait peut-être certainement moins de numérique qu'aujourd'hui. Donc pour toutes ces raisons, l'association HQE a souhaité effectivement redonner un cadre de référence au secteur du bâtiment pour pouvoir vraiment accompagner cette transition énergétique, environnementale et sociétale, et ainsi susciter l'innovation et l'excellence. Alors ce cadre de référence, c'est une production bien sûr collaborative. Quand on est dans un monde associatif, on travaille ensemble. C'est plus d'1 an effectivement d'échanges entre les uns et les autres, à la fois grâce aux 20 ans d'expérience qu'on a pu acquérir, mais aussi avec un benchmark sur les cadres normatifs européens, sur les cadres normatifs internationaux, de RSE aussi. On a aujourd'hui beaucoup de textes qui structurent aussi les engagements des entreprises sur ces sujets, et puis un benchmark des bonnes pratiques. Alors concrètement, qu'est-ce qui change dans ce cadre de référence ? Ce nouveau cadre de référence, en fait, il a une structure qui est différente. La structure est vraiment développement durable, comme vous pouvez le voir. Elle est calée sur 4 engagements. Un engagement pour la qualité de vie, un engagement pour le respect de l'environnement, un engagement pour la performance économique et un engagement sur le management responsable. Alors je vais vous décliner rapidement ce qu'on retrouve à l'intérieur de ces 4 engagements. Donc au niveau de la qualité de vie, on va retrouver bien sûr tous les sujets de santé, confort, qualité de l'air, qualité de l'eau. On va retrouver les sujets de confort.
Mais on va retrouver des nouveaux sujets, comme par exemple la sûreté, on va retrouver des sujets aussi de fonctionnalité, et puis des sujets sur les services. Effectivement, aujourd'hui, un bâtiment, c'est aussi le besoin d'avoir accès à un certain nombre de services, et dans ces services, et moi j'ai appris un nouveau mot, il y a le VDI, voix, données, images. Et effectivement, c'est un élément important parce que si on veut pouvoir être connecté correctement dans notre bâtiment, il faut qu'on ait cette offre de services en VDI. Donc aujourd'hui, effectivement, ce nouveau cadre de référence, il a intégré cette dimension numérique de nos modes de vie et il est là aussi pour accompagner le fait qu'on puisse vivre avec le numérique au quotidien. De la domotique, de la data pour la gestion et effectivement aussi notre capacité à avoir un débit Internet suffisant parce que c'est directement lié pour les entreprises à la productivité des salariés. Viennent ensuite le respect de l'environnement avec effectivement on va retrouver bien sûr l'énergie. La question aussi des ressources, puisqu'il n'y a pas que l'énergie qui est importante, il y a aussi la question des ressources. Il y a beaucoup de sujets sur ces thématiques. La pollution, le changement climatique, j'ai peut-être été un peu vite, voilà. Et puis la biodiversité, c'était aussi une des attentes, je crois, d'évolution, que d'intégrer et de mettre un peu plus le focus sur cette dimension également. Alors, au niveau de l'environnement, on a une couche réglementaire qui est en train de se préparer sur ces sujets de performance environnementale des bâtiments. Ce que je voulais vous passer comme message, c'est que bien évidemment, ce nouveau cadre de référence, il intègre cette dimension. Donc aussi bien sur l'aspect BPOS, bien sûr qu'on peut faire un bâtiment BPOS et vous y êtes même encouragé dans le cadre d'une démarche HQE. Mais on a aussi, vous l'avez peut-être vu dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, cette notion de haute performance environnementale qui fait référence à cette notion d'aller au-delà de la dimension énergétique et de s'intéresser aussi à la notion de ressources, de changement climatique, d'impact sur l'eau, de quantité de déchets, etc. Cette performance environnementale, aujourd'hui, on arrive à l'évaluer à travers ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie du bâtiment. C'est un outil qu'on utilise pour faire de l'éco-conception. Alors c'est un outil à la fois simple, puisque ce n'est que des multiplications de quantité et de données, mais en même temps compliqué, parce qu'il y a beaucoup de données et beaucoup de multiplications. Donc effectivement, on a aujourd'hui la chance en France d'avoir notamment la base IGNES, qui est la base de données de référence sur tous les impacts environnementaux et sanitaires des produits, des équipements et des services. Donc on a déjà cette database qui nous permet effectivement de faire ces calculs, mais on a besoin, on pinaille un peu sur les quantités. C'est un peu sur les quantités, c'est un peu compliqué. Mais qui sait, peut-être que BIM arrivera et que nos multiplications se faciliteront. Donc voilà, aujourd'hui c'est cet enjeu fort et qui anticipe finalement alors RT 2018, 2020, 2024, voilà, mais en tout cas l'avenir proche sur ces thématiques. Autre engagement donc, de ce nouveau cadre de référence, la performance économique. Donc ça c'est plus nouveau par rapport aux 14 cibles. Non pas que HQE ne s'intéressait pas à la dimension économique, on a toujours considéré qu'un projet sortirait pas de terre s'il n'avait pas trouvé son équilibre économique, mais c'est vrai que c'était plutôt une cible implicite, et donc aujourd'hui elle est clairement explicitée, avec cette envie forte de faire en sorte que cette notion de coût global, qu'aujourd'hui tout le monde voit à peu près ce que c'est, mais qu'on n'arrive pas à pratiquer de façon concrète dans les projets, et bien qu'avec l'influence de HQE et des certifications HQE, on arrive à passer un cap sur cette thématique. Une notion aussi de long terme. Aujourd'hui, on est forcément souvent dans les décisions dans le court terme, et on voudrait bien, en explicitant les enjeux de valeur verte, de valeur patrimoniale et de valeur de revente, intégrer des choix qui pourraient peut-être favoriser un peu plus le long terme que le court terme, ou au moins les mettre en perspective. Dernier point de cette performance économique, la contribution au développement et aux dynamiques des territoires. Le bâtiment, c'est aussi un facteur d'attractivité pour les territoires, un facteur d'emploi. Et donc, on retrouve dans ces thématiques aussi tout ce qui va être économie circulaire et de filières locales et d'autres sujets.
Pour finir, donc dans le 4e engagement, voilà, non, hop, là, j'ai été à tape. Tac, voilà. Le dernier engagement, celui d'un management responsable. Alors à l'association HQE, on fait partie de ces acteurs qui pensent que la performance, c'est pas un hasard. C'est parce qu'on a eu des acteurs compétents, parce qu'on a eu des acteurs organisés, parce qu'on a eu... on a interrogé, on a anticipé les besoins des parties prenantes, hein, du fournisseur au riverain, qu'on va atteindre cette performance. Donc pour nous, cet enjeu de management responsable, c'est vraiment la pierre angulaire qui va permettre d'offrir cette qualité de vie, ce respect de l'environnement et cette performance économique. Et bien sûr, là aussi, on voit bien qu'on a besoin d'outils de gestion, de collaboration, de traçabilité, et peut-être que BIM passera par là aussi. Enfin, 5 principes. Parce que on pense qu'un bâtiment, c'est pas juste une somme de thématiques. J'ai fait de la qualité de l'air, j'ai fait du confort, j'ai fait... Voilà, un bâtiment, c'est aussi un peu de grammaire. Pour pouvoir parler correctement le français, on a besoin d'un vocabulaire et de la grammaire. Donc on a ajouté cette dimension de grammaire à travers ces 5 principes. Le premier principe, c'est une vision globale. La vision globale, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire que de la performance énergétique. Au contraire, ça dit vous pouvez faire de la performance énergétique en sécurité parce que vous allez vous assurer que vous maintenez l'équilibre sur les autres aspects en fait, d'un bâtiment, donc son confort acoustique, sa qualité de l'air, etc. Donc c'est important de se dire qu'on a bien un cadre qui nous permet de s'assurer de l'équilibre et du bon équilibre du bâtiment. On a un deuxième principe, celui des réponses contextuelles. Là aussi, les solutions, elles ne sont pas forcément universelles. Les bonnes solutions, elles sont par rapport à un besoin, par rapport à un contexte, par rapport à une histoire, par rapport à un usager aussi. En fonction de qui sera là demain dans le bâtiment, la solution n'est pas forcément la même. Donc c'est important pour nous aussi de prendre en compte une réponse qui soit adaptée au contexte. Troisième principe, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas forcément encore bien intégré par rapport à HQE, c'est cette notion de dynamique de progrès. C'est vraiment la promesse qu'on veut tenir, celle d'un bâtiment durable pour tous. Et donc on a privilégié la notion de chemin plutôt que la notion de gouffre avec une première marche qui serait inaccessible à chacun. Je crois que ce qui est important, c'est que les acteurs se mettent en mouvement, que les acteurs se disent que moi aussi je peux faire quelque chose, et en faisant un petit quelque chose, et bien le lendemain, une fois qu'on a acquis ça, on peut faire autre chose. Donc step by step, c'est vraiment pour nous un point important. On n'a pas toujours été des militants de ce sujet-là. On avait considéré qu'on ne pouvait pas être HQE sans atteindre un certain niveau. On a appris que ce qui est important, c'est que les acteurs se mettent en mouvement et qu'effectivement, on peut aller à l'excellence comme on peut commencer à débuter sur ces sujets. Quatrième principe, celui des performances affichées. C'est l'idée d'avoir des indicateurs, donc des indicateurs qui ne soient pas de passer d'une culture finalement de l'évaluation des moyens qu'on a mis en place, j'ai fait ci, j'ai fait ça, à finalement une évaluation du résultat obtenu. Est-ce que réellement, quand je mesure ma qualité d'air, j'ai un taux correct de formaldéhyde, de COV, etc. On pense que c'est un outil de transparence aussi, un outil de progrès, parce qu'on ne progresse pas, on ne fait pas de progrès si on ne mesure pas. Donc mesurer, c'est aussi un élément important. Et puis pour mesurer, quand on va être en phase conception, donc on va faire de la performance conventionnelle, on a quelques données là aussi à compiler, et peut-être que le BIM passera par là. Enfin, cinquième principe, celui d'une action continue. Un bâtiment durable, c'est pas juste un bâtiment neuf qu'on a bien pensé, c'est un bâtiment neuf pour lequel aussi derrière on va continuer à obtenir la performance. Il faut bien conduire son bâtiment au quotidien, et donc on a vraiment cette nécessité d'avoir une action continue jusqu'à la démolition du bâtiment, ce qui veut dire qu'on a besoin de franchir le cap entre le neuf et l'exploitation, qu'on a besoin d'avoir une traçabilité des données, peut-être d'avoir des carnets de suivi par exemple, d'avoir des outils qui permettent de capitaliser cette information et de la tenir à jour au fur et à mesure. Donc peut-être que le BIM passera aussi par là.
Donc, comme vous l'aurez compris, ce cadre de référence, c'est un outil qui est là au service des acteurs pour pouvoir franchir ce cap de la transition énergétique, environnementale et sociétale. C'est un outil que vous pouvez utiliser dès demain matin, qui est téléchargeable sur notre site internet, que vous pouvez utiliser pour présenter les performances de vos produits, pour présenter les compétences de vos entreprises, pour présenter vos engagements en tant que maître d'ouvrage. Voilà, donc tout ce que vous pourrez imaginer comme utilisation. C'est aussi un outil qui peut être là pour structurer des logiciels, structurer des documents d'information, structurer des formations, structurer des éco-conditionnalités pour que chacun, plus facilement, on se repère dans ce langage grâce à un langage commun et qu'on ne commence pas à comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire derrière ce mot, est-ce qu'il y met la même notion que mon voisin, etc. Et bien sûr, ce cadre de référence, il va être là aussi pour concevoir, conduire des projets de bâtiments neufs, durables, rénovés ou en exploitation. Et donc, il y aura une nouvelle génération de certifications HQE qui vont découler de ce nouveau cadre de référence. C'est annoncé donc pour septembre 2015 côté habitat et juin 2016 pour le tertiaire. Pour finir, on a eu l'honneur d'avoir donc la ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité, Sylvia Pinel, le 26 mai pour le lancement de ce nouveau cadre de référence. Et donc, je voulais juste vous souligner qu'elle avait noté que ce cadre de référence s'inscrivait parfaitement dans les objectifs du gouvernement. On l'a vu, on a bien intégré les dimensions à la fois énergétiques et environnementaux. Et puis, elle a souligné, ce qui nous a fait très plaisir, ce travail collaboratif qui permet de croiser les points de vue et d'embrasser la complexité. Certes, ça serait plus simple de s'intéresser qu'à un sujet. Malheureusement, le deuxième, il va vous coller à la chaussure le lendemain. Donc, on est obligé de faire face à cette complexité. Et peut-être que le BIM passera par là. Ça sera mon dernier mot. Effectivement, donc Sylvia Pinel, Madame la Ministre, qui soutient, et voilà, on peut laisser sur la partie HQE. On va juste mettre la slide générique d'ouverture. Sylvia Pinel aussi à l'initiative de soutien du plan de transition numérique du bâtiment, Monsieur Delcambre. Oui, bonjour à tous. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais quand même commencer à dire que ce congrès, et ça ne m'étonne pas de Pierre, ça reflète en fait ce que je constate moi tous les jours depuis quelques mois. C'est qu'il y a une mobilisation générale maintenant, je vais revenir dessus, en matière de numérique pour le bâtiment. C'était pas le cas il y a quelques années, c'est vraiment une accélération de l'histoire. Et je suis là aujourd'hui par la volonté de la ministre, Sylvia Pinel, mais aussi et surtout parce que les professionnels ont décidé de se mobiliser, de se lancer, de s'embarquer dans le numérique, et que on a donc un peu tous ensemble convaincu l'État qu'il fallait qu'il y ait effectivement une initiative publique en la matière. Et donc ça a commencé par une mission que la ministre Sylvia Pinel m'a confiée il y a bientôt 1 an, dans l'idée de commencer par faire peut-être un état des lieux. En tout cas, c'est comme ça que j'ai appelé les choses. Et puis derrière, de faire des propositions pour essayer effectivement d'aller plus vite, parce qu'il y a un vrai enjeu. Vous avez entendu Anne-Sophie nous parler d'exigences, de grandes ambitions en matière de développement durable dans le bâtiment. Et vous savez tous que c'est le cas, effectivement. Il y a des rendez-vous de l'histoire importants en matière d'énergie, en matière d'environnement. Le projet de loi, aujourd'hui, transition énergétique pour une croissance verte, est pratiquement adopté. Il y a encore un petit parcours, mais là, c'est plus formel qu'autre chose. Donc, il y a un cadre général qui oblige les gens du bâtiment à aller de l'avant, à être de plus en plus ambitieux. Et pour ça, il faut des outils. Et heureusement, on les a.
Voilà, je fais très simple. Donc effectivement, mobilisation générale pour le numérique. À la suite d'un rapport que j'ai remis début décembre à la ministre du Logement, ça n'a pas tardé, ça n'a pas traîné. 48 heures après, la ministre rassemblait chez elle, rue de Varennes, les organisations professionnelles du secteur et annonçait que dans le cadre du plan de relance de la construction, elle voulait absolument qu'il y ait un programme, un plan, on a appelé ça un plan transition numérique dans le bâtiment. Et elle m'a demandé de présider ce qu'on a mis en place depuis, le comité de pilotage de ce plan. Alors, cerise sur le gâteau quand même, et là il faut vraiment remercier la ministre d'avoir fait les efforts qu'il fallait pour dégager 20 millions d'euros, 20 millions d'euros pour effectivement aider l'ensemble de ces professionnels à s'embarquer dans cette aventure raisonnée du numérique. Donc merci à Madame la Ministre. Et depuis, effectivement, donc dès le mois de janvier, on s'est organisé pour installer ce comité de pilotage avec 14 organisations professionnelles. Je ne vais pas vous les citer toutes, mais vous imaginez qu'il y a un peu tout le monde, voilà, du début à la fin. Toute la chaîne des acteurs du bâtiment est rassemblée, des ministères, je dis bien, pas seulement le logement, également l'industrie, le numérique, la culture, qui a la tutelle des architectes, et puis Bercy, parce qu'il s'agit de dépenser le mieux possible ces 20 millions d'euros publics. Donc il y a effectivement quand même un certain nombre de précautions à prendre pour faire bien les choses. Donc, et tout ça parce que les professionnels le veulent. Moi, c'est vraiment ce que j'ai constaté en allant les voir pendant des mois. D'ailleurs, j'avais pas besoin de demander, c'est plutôt l'inverse qui se produisait. Et ils avaient tous sous le coude des propositions, des idées, des envies. Un peu de crainte quand même, il faut le dire, parce que c'est un tournant important qui attend le monde de la construction. Voilà, on a fait aussi, dans cette mission, on a réalisé qu'au fond, ce qui était au cœur de cette révolution numérique, c'est vraiment effectivement la maquette numérique et le BIM. Je ne vais pas faire un cours là-dessus, on n'a pas le temps. Mais tout ça, c'est vraiment pour mieux concevoir, mieux construire et rénover, mais aussi mieux gérer, mieux exploiter les bâtiments. Donc, toute la chaîne est concernée, tout le monde peut y trouver son profit et il est important effectivement de réaliser qu'il ne s'agit pas simplement d'une évolution technologique avec l'arrivée de quelques outils dont il faudrait juste apprendre à se servir. C'est aussi une révolution culturelle, c'est-à-dire c'est un moment où on prend conscience que pour mieux travailler dans le bâtiment, il faut être ensemble et la clé, c'est bien sûr l'information sur les projets, l'information sur les bâtiments, sur les ouvrages, sur les équipements. Tout ça, il faut savoir la partager. Donc, et pour ça, et en particulier dans les phases de début des travaux, avant les travaux, début des projets, il y a beaucoup d'efforts à faire pour faire sortir, à partir du programme, ce qui va être, au final, entre les mains de l'entreprise. Toutes ces étapes de conception, elles sont compliquées. Ça dépend effectivement, bien sûr, des échelles de projet, mais ça concerne toute une multitude d'acteurs. C'est pas simplement une personne dans son coin toute seule qui est capable de faire ça. Il y a facilement, tout de suite, une dizaine d'intervenants concernés, et souvent plus dès que le projet monte en taille. Et donc la clé de voûte, c'est l'information partagée. Et avec la maquette numérique, on sait faire ça. Donc aujourd'hui, on a aussi des machines qui supportent ça, il faut l'avoir en tête. Ce qui n'était pas possible il y a 20 ans le devient aujourd'hui. Depuis 20 ans, je me suis fait le petit calcul, là, en 20 ans, la puissance des machines a augmenté d'1 million. Ça a été multiplié par 1 million. On fait les choses 1 million de fois plus vite avec les machines qu'il y a 20 ans. Donc effectivement, on avait des rêves il y a 20 ans, mais ce n'était pas possible. Aujourd'hui, ça l'est. Et en plus, on a des réseaux, ce qui n'était pas le cas non plus. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est un cadre qui permet aux gens du bâtiment d'avancer. Et puis alors aussi, il y a un défi international. C'est-à-dire que la France n'est pas toute seule au monde. On constate que même on aurait pu peut-être partir un peu plus vite.
Bon, après, il y a des conditions en France qui sont peut-être un peu différentes de celles d'autres pays. Mais il y a des pays en avance, ne serait-ce que pas très loin de chez nous. L'Europe du Nord, la Finlande, la Norvège, des petits pays, mais qui ont rendu déjà tout ça banal, hein, obligatoire pour les marchés publics, tout ça. Donc ça, c'est l'Europe du Nord. De l'autre côté de la Manche, les Anglais ont annoncé que ça serait obligatoire pour les marchés publics à partir du 1er janvier 2016. Donc on est cerné, tout ça a éveillé aussi l'attention de l'Europe au sens de la Commission européenne qui a commencé à publier une directive en 2014 annonçant qu'il fallait que les États se préparent à basculer et que les États pourraient très prochainement effectivement rendre obligatoire dans les marchés publics l'utilisation de ces outils-là. Bon, en France, je vous dis tout de suite, la voie de l'obligation, c'est pas ce qu'on a retenu. Hein, c'est pas ce qu'on a retenu. On a préféré, sans l'engager, tous ensemble, dans une voie de découverte, d'appropriation, pour donner envie, finalement. Hein. La clé, c'est ça, c'est donner envie, convaincre tout le monde que c'est l'intérêt de tous, qu'il y a des bénéfices importants au travers de ces outils-là, pour tous les acteurs, pas seulement pour le maître d'ouvrage. Peut-être, effectivement, les projets, du coup, coûteront moins cher, mais finalement, les bénéfices vont être répartis sur tous les acteurs. Donc c'est ça qui est intéressant, donc c'est ça qu'il faut faire, et c'est tous ensemble. Donc le rôle de ce plan numérique, c'est d'avancer ensemble pour donner envie au plus grand nombre. Petit indicateur quand même que je donne, le monde du bâtiment en France, et ça c'est une caractéristique qu'on ne trouve pas dans les autres pays voisins, en tout cas, ou pas tout à fait du même niveau, c'est 500 000 entités économiques. Donc 95% ont moins de 10 salariés. Donc ce sont des petites structures. On ne parle pas des majors, on ne parle pas des grands cabinets d'architecture ou d'ingénierie, on ne parle pas des grands industriels. Effectivement, cette sphère-là y est déjà, et heureusement. Cela, et j'étais encore avant-hier là, à une convention au GFBTP, c'est époustouflant ce qu'ils savent faire, et grâce à ça, ils remportent des succès dans les quatre coins de la planète, sur des grands projets. La compétition internationale, elle est là aussi. Bon, ceux-là, ils y sont. Mais le grand public professionnel, les petits acteurs, les petits cabinets d'architectes, les petits économistes, les petites entreprises, les petits fabricants, ceux-là, ils ont besoin aussi d'y aller. Il faut absolument qu'ils y soient. Parce que s'ils n'y sont pas, on n'y arrivera pas. On va buter sur des impossibilités. Donc ce plan, cette finalité du plan, c'est de convaincre ce large public. Alors les convaincre, en mettant en avant tous les bénéfices, je l'ai dit, et puis si on les a convaincus, il va falloir leur donner les moyens. Les moyens, c'est des compétences, donc il y a un enjeu important de formation initiale, formation continue, faire découvrir et commencer à faire en sorte que les professionnels se servent de tout ça. Les moyens, c'est aussi des outils et des applications à toutes les étapes des projets. Ça peut commencer dès le permis de construire. Bien sûr, les phases d'études, c'est évident. Mais aussi pour le chantier, pour le suivi de chantier, pour l'administration du chantier, pour la fin du chantier, pour toutes les réserves, pour la gestion des réserves, pour la réception des ouvrages, pour la transmission finalement au maître d'ouvrage de tout ce qui va être nécessaire, maître d'ouvrage gestionnaire, tout ce qui va être nécessaire pour la durée de vie des bâtiments. Donc toutes ces applications-là, jusqu'à la fin de vie d'ailleurs des bâtiments, elles doivent se transformer, s'appuyer sur ces outils numériques, sur la maquette numérique. Surtout que, et on l'a bien compris avec la présentation d'Anne-Sophie, on a un monde du bâtiment dans lequel il y a de plus en plus d'exigences, de plus en plus d'objectifs. On a parlé de la RT 2012, on l'a tous en tête, et puis des suivantes qui arrivent, les horizons 2018, 2020. Je participe à un groupe de prospective qui s'appelle RBR 2020, donc là on voit que on va changer même de type de radar dans le monde du bâtiment. On va être de plus en plus exigeant dans des dimensions jusqu'à présent qui étaient un peu laissées pour compte. Mais sans oublier, bien sûr, toute la liste de celles qu'on a à traiter. Je crois que ce matin, on a parlé d'acoustique, mais il y a les structures, il y a aussi des exigences nouvelles. L'accessibilité en fait partie, et d'autres. Et
quand on parle d'analyse de cycle de vie, comme Anne-Sophie l'a fait, il faut bien avoir en tête effectivement qu'on n'y arrivera que si on a toutes les informations qui viennent des fabricants et puis dont il faut apprendre à se servir à l'échelle des bâtiments, des ouvrages. Et il y a eu des travaux très intéressants de l'association HQE sur HQE Performance qui ont commencé à montrer que c'était possible à l'échelle des bâtiments, mais à condition d'avoir des outils, et des outils capables de rassembler et de gérer toute cette information. Et puis, on voit également, toujours sur ce projet de loi transition énergétique, dans son article 4 bis, s'installer une nouvelle obligation pour les logements neufs. À partir du 1er janvier 2017, pour ceux qui déposeront un permis de construire de logement à partir du 1er janvier 2017, il faudra livrer, en même temps que le logement physique, un carnet numérique qu'on appelle de suivi et d'entretien du logement, dont la finalité, ça sera de permettre à l'utilisateur, à l'occupant, d'avoir toutes les informations utiles au fonctionnement de son logement. Ça veut dire de quoi il est fait, ses équipements, comment on s'en sert le mieux possible, notamment pour consommer moins d'énergie pour se chauffer, par exemple. Et puis au-delà, on veut aussi que ce carnet numérique, eh bien, il soit évolutif dans le temps, c'est-à-dire qu'il permette à l'occupant et à tous les interlocuteurs auxquels il aura affaire, à chaque fois que ça sera nécessaire, pour changer un équipement, pour changer ses fenêtres, pour mettre de l'isolation, je ne sais pas quoi, enfin pour toutes les interventions sur l'ouvrage, permettre un dialogue constructif entre l'utilisateur et les professionnels. Donc ce carnet numérique, il arrive, il est là, c'est demain matin. Et donc on demande au plan numérique, c'est l'administration concernée, on demande tout de suite au plan numérique de s'en occuper pour être prêt à démarrer en 2017. Tout ça, c'est donc nouveau, ça se bouscule, ça va très vite. J'allais pas oublier, bien sûr, aussi que les économistes sont concernés au premier chef par tout ça. Pour faire leur métier, les économistes ont besoin d'informations. Ils ont besoin d'informations sur les dimensions, sur les volumes, sur les surfaces, de coupler ça avec les éléments de prix, faire donc les quantitatifs, les estimatifs. Et puis au-delà de ça, ce sont eux qui portent, j'allais dire peut-être la croisade du coût global. Et le coût global, enfin, ça a été évoqué par Anne-Sophie, c'est une impérieuse nécessité pour le monde du bâtiment. Parce que ça ne sert à rien de raisonner à court terme sur tout ce qu'on vient d'entendre comme nouvelles exigences. Ça a du sens que si on est capable de se projeter sur toute la durée de vie des ouvrages. Et c'est de plusieurs décennies dont on parle. Et là, si on veut faire des choix raisonnés, intéressants, le plus tôt possible dans les projets, il faut avoir les outils qu'il faut. Et la maquette numérique, c'est un superbe support pour le coût global. Donc, tout ça, je vais peut-être, moi, arrêter là. Je regarde encore. Justement voilà. Et puis, j'ai mon voisin. Alors, je vais quand même aussi dire 2 mots sur Pierre, parce que si on est là aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'il y a au moins un Pierre, il n'est pas tout seul, mais il y a des professionnels comme lui, et Pierre en particulier, et je peux dire qu'il m'a vraiment aidé dès le début de cette mission, et même avant d'ailleurs, parce qu'il a contribué à faire admettre par les pouvoirs publics qu'il fallait prendre cette initiative. Mais Pierre a consacré une énergie folle à ce sujet, et c'est vraiment grâce à quelqu'un comme lui, et à quelques autres, que cette mobilisation générale a pu devenir une réalité. Donc merci Pierre, et je te passe le micro. Merci Bertrand, merci Anne-Sophie. Donc, dernière conférence, ce cycle de 9 conférences, on peut voir que le sujet est intéressé parce que on a même vu des personnes assister aux 9 conférences, donc ça veut dire que le sujet les préoccupait. Le but, c'était de donner la parole à tous les acteurs et de prendre la considération du cycle de vie et puis de conclure avec le nouveau référentiel de HQE. Je trouvais que c'était un bon clin d'œil parce que il faut qu'on arrête, nous, dans notre monde du bâtiment, de prendre des problèmes les uns par rapport aux autres. Et souvent, on se rend compte
compte qu'au final, on finissait par construire des bâtiments qui ne correspondaient plus à l'usage, où en fin de compte, c'était pas forcément des endroits où il était agréable de vivre ou de travailler, parce qu'on prenait les réglementations les unes les unes après les autres, faisait un peu parfois des bâtiments à la Dubout, et là, d'avoir cette vision transversale est importante, et nous, économistes, ça nous arrange bien, parce que c'est ce qu'on prône depuis des dizaines et des dizaines d'années, que il n'y a jamais qu'une problématique, c'est un ensemble de problématiques et qu'un bâtiment, eh bien, si on ne fait pas le tour de ces problématiques, eh bien, la partie économique, parfois, peut en souffrir. Alors, les acteurs qui ont défilé pendant ces 9 ateliers ont exposé leur vision, leurs envies et puis aussi leurs peurs, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui doit faire réfléchir l'ensemble des acteurs, cette notion de transversale et puis cette transparence. Aujourd'hui, on ne peut plus se cacher. Dans la maquette, on voit ce que l'autre a fait et l'autre, il voit ce que j'ai fait. Donc, il faut travailler vraiment dans une communauté d'acteurs et puis dans un respect. Et puis aussi de la compétence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on verra ceux qui sont bons et pas bons. Et c'est pas l'outil qui va cacher, l'outil au contraire va faire ressortir la qualité des acteurs. Et c'est pour ça que nous, économistes, eh bien, on aborde cette transition numérique sereinement. J'ai mon successeur Pascal Asselin qui est là et qui est convaincu aussi que voilà, nos membres se sont vraiment impliqués dans cette transition. La notion de coût global, ben c'est vrai que c'est notre cheval de bataille. Hein. Bon, Catherine Martin qui est là, qui pilote le groupe de travail avec pas seulement des économistes, mais aussi des maîtres d'ouvrage, parce qu'aujourd'hui, le coût global, vous prenez 10 personnes et vous aurez 10 résultats différents. Donc, comme notre problématique de BIM, qui est de se donner des bases, des références et des formats, comme on a eu la chance de le faire avec les fichiers FDES pour faire l'empreinte environnementale d'un bâtiment. Chacun peut prendre les mêmes références. Tu l'as dit, Anne-Sophie, au niveau des quantités, c'est parfois compliqué, mais il suffit de faire appel à des professionnels. Et on a démontré que dans le cas de HQE Performance, rien qu'à partir du programme, avec notre logiciel Anticipe, on était capable de vous donner des quantités qui correspondaient à un bâtiment qui avait été réalisé. Et nous, on avait juste rentré quelques données. Donc voilà, il suffit de faire appel aux bons professionnels. Et aussi, pour finir, au niveau de ce coût global, eh bien, il va falloir qu'on se donne des règles, comme nos fiches FDES, avoir des données précises pour se dire qu'est-ce qu'on prend comme données pour faire ce coût global. Alors tu as dit, Bertrand, en France on ne va pas obliger, et vous avez raison, parce que le français, dès qu'on veut l'obliger, il fait, mais il fait mal. On l'a vu sur plein de choses. On l'a vu sur les diag amiantes, on l'a vu sur l'accessibilité. Et après, quand on rentre dans des rases opérationnelles, on se rend compte que les gens, ils ont acheté une prestation, ils ont acheté un prix pour se mettre en règle par rapport à leurs obligations. Et là, si on va dans ce sens-là, c'est une catastrophe. Et puis en plus, on est dans une période économique qui n'est pas très favorable. Et je pense que tous les acteurs qui sont présents je pense, ont envie d'y aller, mais ne voudraient pas que ça soit préjudiciable par rapport au développement de leur entreprise et que le marché ne se concentre que sur certains acteurs et que ce soit aussi ceux qui fournissent de la donnée, ceux qui utilisent de la donnée et ceux aussi surtout qui sont les mécaniques qui permettent d'échanger ces données. On prône de travailler vers de l'open BIM, on ne veut pas aller vers le close BIM. Hein, open data, pas de close data. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. Vous avez compris que ce sujet, c'est pas un sujet technique, c'est aussi un sujet humain. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'autour de la table, tous les acteurs peuvent discuter. Aujourd'hui, moi, ça fait quelques années que je suis un peu dans la mouvance. Ce qui me fait très plaisir, c'est d'avoir autour de la table tous les acteurs du cycle de vie du bâtiment. Au sein de Mediaconstruct, les organisations professionnelles sont en train de s'organiser parce qu'en fin de compte, c'est nous qui sommes les utilisateurs des outils. Donc derrière, il faut mettre en place des choses pour que nous, on puisse continuer à travailler et qu'en fonction de nos métiers, donner satisfaction à ceux qui nous passent commande. Et ça, c'est nous qui devons poser nos conditions. Et puis discuter avec nos collègues européens. On voit bien qu'en France, on n'est pas les derniers. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau du BIM, il y a 4 pays qui comptent.
nos amis anglais, parce qu'ils ont fait parler d'eux. Aujourd'hui, ils se rendent compte que s'ils veulent évoluer vers leur niveau 3 et vers un BIM collaboratif, eh bien, c'est pas en restant dans leur petite île qu'ils y arriveront. Il faut discuter avec les collègues européens et voir plus loin. On a nos amis norvégiens, parce que comme tu l'as dit, ce sont des gens qui sont très organisés, très réglés. Par contre, ils ont une vision du BIM qui est un peu différente de la nôtre, et je ne pense pas qu'on pourrait l'appliquer dans notre pays, parce que chez mes amis entreprises, la vision que nos amis norvégiens, elle n'est pas... Pour eux, le chantier, ce n'est que l'exécution, on ne réfléchit plus, on fait. L'entreprise, elle ne peut plus amener sa valeur ajoutée. Alors quand je leur ai dit ça, je dis moi, si je ramène ça à mes amis de la CAPEB et de la FFB, je vais me faire... je ne sais pas ce qu'ils vont me faire. Bon, ils ne vont pas brûler parce qu'il y a un peu trop de gras, ça peut être dangereux. Mais ils m'ont expliqué pourquoi. Ils disent, non, mais c'est pas péjoratif. C'est que chez nous, la fenêtre de tir pour construire, elle est très courte. Donc quand on commence un chantier, si on se rate, c'est l'année suivante. Bon, donc il faut que tout soit réglé en amont, et quand on arrive sur le chantier, on ne fait que de l'exécution. Donc pour nous, le BIM était une évidence et on l'applique de cette façon-là. Alors je leur ai dit, écoutez, chez nous, on a quand même au niveau climat, c'est un peu plus doux. Voilà, je pense qu'on devrait y arriver, et que chaque acteur puisse continuer à amener sa pierre à l'édifice, parce que le savoir, les sachants, ils sont à tous les cycles de vie du bâtiment, et la première chose que doit respecter le BIM, c'est ça. Voilà, merci. Merci beaucoup.